le premier intervenant, ça sera le professeur Mamadou Lamine Sagna, qui est là, qui nous rejoint depuis les États-Unis. Professeur, sociologue, euh, grand écrivain également sur les questions de migration, de RIPAT, fondateur, l'un des fondateurs, je pense, du festival annuel RIPAT qui a lieu chaque année au mois de décembre au Sénégal, et actuellement professeur à l'Institut de recherche du Westchester aux États-Unis. Donc, professeur, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation et pour votre présence. Et dès à présent, nous souhaiterions avoir un petit peu vos réflexions sur les sujets qu'on a définis aujourd'hui par rapport aux migrations, à la mobilité internationale africaine, mais également à ce qu'on appelle le phénomène des répates, dont vous avez étudié sur le plan sociologique, culturel, social. Donc, je vous laisse la parole. Vous avez entre 7 et 8 minutes pour rester un petit peu dans les temps et nous, bien sûr, nous prendrons des questions qui vous seront destinées d'ici la fin du webinaire. Merci beaucoup. Merci à toi, Fatou. Merci à vous. Merci, Pascal. Merci, Joël, que j'ai vu apparaître. Je suis très heureux d'être invité dans cette table ronde en compagnie de la grande dame Hadi Ndiaye, de Madeleine Sonko et de mon grand ami Pape. La présence de Pape est extrêmement intéressante parce que ça me permet de montrer comment on peut combiner la réussite et la grandeur. Parce que depuis tout le temps, depuis le temps que je le connais, il est investi dans le social, dans le culturel, dans la solidarité. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui, même c'est là-bas que j'ai rencontré quelqu'un comme Tidjane Thiam, qui est aujourd'hui très connu. C'est-à-dire que nos réussites individuelles sont admirables lorsqu'on sont liées par un investissement personnel pour le social, donc ce que j'appelle la grandeur. Parce que réussir pour soi-même, c'est très bien, mais ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est comment on rend à la société qui a fait qu'on a réussi ce qu'il nous a donné. C'est donc ce que j'appelle la grandeur. Et ça, je le salue par la présence de tous les intervenants qui sont là. En fait, il est clair que la mobilité, on ne peut pas ne pas en parler dans cette phase de la mondialisation. C'est tout à fait normal qu'on bouge. C'est d'autant plus normal que même cette phase de la mondialisation a suivi d'autres phases de la mondialisation dans le colonialisme où on était obligé, dans le cadre de grands ensembles, de bouger. Et je crois que c'est ce qui s'est passé dans le passé. Il y a beaucoup de gens du sud de l'Afrique qui sont venus en Europe, sûrement pour le travail, en tant que matière première, peut-être, entre guillemets. Et il y a beaucoup d'Européens qui se sont installés en Afrique. Donc, dans toutes les phases de la mondialisation, et d'ailleurs c'est ça le sens de l'humanité à mon avis, c'est qu'on est obligé de bouger, d'interconnecter. Maintenant, le cas particulier de l'Afrique, c'est-à-dire que nous sommes un continent en voie de développement, nous avons des structures qui font que par l'histoire, on est obligé de pouvoir mieux circuler et d'essayer de rendre donc au continent ce qu'il nous a donné. En réalité, je pense que les immigrés portent l'Afrique, l'Afrique les habite. Je veux dire, l'Afrique m'habite, moi, c'est clair. Là où j'ai l'Afrique à moi. Et donc, je pense que la mobilité, c'est quelque chose de fondamental, d'important, même si aujourd'hui, il y a certains qui tentent des discours sur la démographie notamment, qui en réalité, ça cache une peur qui a été notamment vue par ce qu'un extrémiste de droite avait écrit en disant que ça sera le grand remplacement. Ils ont peur de la démographie africaine, pensant que ça pourrait peut-être remplacer ça. Il ne faut pas considérer ça parce que de toute façon, c'est le cours de l'histoire. On est obligé d'aller où c'est important d'aller. Et ce n'est pas juste parce que nous avons intérêt à y aller, mais aussi on a intérêt à ce qu'on soit là. Et donc, c'est tout à fait normal. Et donc, ne pas se laisser, je ne sais pas moi, ne pas se laisser détourner par l'essentiel, ce qui est pour le dialogue des civilisations ou des cultures, comme le dirait Senghor. C'est quelque chose de fondamental sur lequel on devait y aller. On doit participer.
Alors, concernant, c'est un très vaste sujet. Ce que je veux faire, je vais donner une vision panoramique et quelques idées forces, peut-être qu'on puisse discuter, puisque dans 7 minutes, c'est impossible de faire un exposé précis. Ce qui est sûr, c'est que l'immigration, la relation de la diaspora africaine et l'Afrique, c'est une relation qui, à mon avis, se fait sur 3 ensembles, avec des intersections possibles. Il y a les rapports économiques, culturels et sociaux. Et chaque ensemble, je ne peux pas le définir ici, il y a des catégories de population. Par exemple, la première génération n'a pas le même type de rapport à l'Afrique que la deuxième génération. Par exemple, la première génération, pour nous, envoyer de l'argent à son oncle, c'est important quand la maman nous le demande. La deuxième génération ne connaissent pas ces oncles-là envoyer de l'argent parce qu'ils sont dans une autre culture, etc. Donc, il y a des catégories de personnes qui sont dans ces ensembles-là. Et ces ensembles-là, j'ai fait tout un modèle que je ne peux pas montrer ici, qui me donne 7 surfaces. Et les 7 surfaces, dans tous les cas, c'est soit l'économie et la culture qu'on rejoint, et l'économie, la culture et le social qu'on fait, etc. Et donc, on a ces intersections-là qui permettent de définir dans quel axe on peut s'établir. Et donc, mais ce qui est important pour moi, c'est pas justement juste s'arrêter au niveau économique. Parce que par définition, l'économique est un processus d'accumulation, donc d'exclusion. Et si on se fonde que sur l'économique pour essayer de parler de développement, on force tout. Le paradigme économique fait qu'aujourd'hui, on est en train, c'est pour cela de toute façon, on n'explique pas pourquoi on devient de plus en plus sous-développé, parce que précisément, on n'a pas tenu compte d'autres facteurs multidimensionnels qui font que le plus important, en tout cas, c'est l'amour. L'amour qu'on porte au peuple, à la nation. D'ailleurs, pourquoi nous autres, Africains, souvent expatriés, quand nous repartons en Afrique, on est déçus, parce qu'on voit que ceux qui nous dirigent en général, on dirait qu'ils n'ont aucun amour pour leur peuple. Et c'est pour dire que réussir, oui, mais pas à toutes les conditions. Il faut garder de l'éthique, il faut garder beaucoup de confiance en soi et aussi, surtout, de l'humilité. Et ne pas considérer, ne pas avoir plutôt de complexe d'infériorité ni de supériorité par rapport aux autres. Et ça, je crois que c'est la clé de toutes les réussites. Et c'est pour cela que pour moi, c'est important d'avoir de l'éthique, c'est-à-dire, premièrement, savoir qu'on doit rendre à ce qu'ils nous ont donné. Et deuxièmement, savoir que ce n'est pas à tout prix qu'il faut réussir. En fait, ça, c'est personnel, mais c'est quelque chose de très important. Et je pense que, ayant dit ça, je peux partir de mon expérience personnelle. Tu as parlé de festival, je dirais plutôt, nous l'appelons Homecoming de la diaspora sénégalaise, qu'on fait tous les 2 ans depuis 2007. Et tous les 2 ans, donc, les gens de la diaspora, on se retrouve à Dakar, on parle des thèmes. Des fois, on a des visions. Par exemple, la dernière conférence où on rendait hommage au général Cissé, nous avions comme thème la confiance. Et on disait précisément dans le texte que nous avions produit que si on ne fait pas attention, le Sénégal allait avoir une crise profonde. C'est comme si on avait été visionnaire. Si on relit le texte aujourd'hui, on avait dit ce qui devait se passer au mois de mars si on ne faisait pas attention. C'est la confiance qui fait société. Et nous sentions, en tant que Sénégalais de l'extérieur, venant au Sénégal, nous avons vu comment ça s'est érodé. Et je peux vous dire que c'est ce qui fait que la diaspora a un rôle important à jouer. Et, Monsieur Sagna, oui, il vous reste 1 minute. Ah, vous voyez, ça va très vite. Ça fait déjà 7 minutes. Voilà, et donc l'expérience que j'ai, et il ne s'agit pas simplement de travailler dans le pays, mais là où nous sommes aussi, par exemple, lorsque j'enseignais à l'université de Princeton, tous les samedis, mes étudiants allaient chercher des gosses du Bronx, des fils immigrés du Bronx et de Harlem pour les amener dans des musées, ils les mentorent. Certains ont fini par aller dans les Ivy League aussi. Et donc, voilà ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que réussir là-bas et ici, et agir ici et là-bas. Et c'est très important. Voilà, en gros, ce que je veux dire. J'aurais pu parler des questions plus politiques, si vous voulez, mais ça sera très polémique. Dans tous les cas, voilà. Absolument. Super exposé. Je ne sais pas quoi ajouter de plus, d'autant plus que j'ai peut-être posé une question à Papis qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas, c'est une hypothèse de travail
que j'ai parce que, ouais, moi, je suis de la Casamance, de la région qu'on appelle le Pakao, vers Sédhiou. Donc, Merci. énormément de marabouts et tout ça. J'ai des cousins éloignés qui sont des marabouts, des jeunes de tout ça. Alors, je pense que, je ne sais pas, Papi, ce que tu en penses, mais je pense que l'une des clés pour arrêter l'immigration clandestine, c'est parler aux marabouts. Parce que lorsqu'ils vont à la mer, ils consultent tous des marabouts. Et le marabout, par ses voyances, par ses trucs, n'importe quoi, dit, je vous ai vu, vous allez partir sans problème. D'après les conversations que j'ai eues avec. Et on a tellement cette croyance au marabout chez nous que dès lors qu'il affirme que c'est bon, tu peux partir, il n'y a rien qui peut arrêter le candidat. Qu'est-ce que tu en penses? Le rôle des marabouts dans l'immigration clandestine. Est-ce que ce n'est pas le lieu aussi pour travailler contre ce phénomène-là? Tu m'entends? Tu m'as entendu, Papis? Oui, oui. Bon, je n'ai pas entendu toute la question. Okay. Monsieur Sagna, essayez de reformuler votre question pour Papis. Tantôt, j'ai écouté, j'ai entendu dire des problèmes de... Oui. C'est ça, je parlais de marabout. Je disais que ce qui fait que les gens sont déterminés coûte que coûte pour partir, c'est que les marabouts leur ont dit que c'est clair, vous pouvez partir. Je suis sûr que peut-être même dans ton expérience, un marabout t'a dit que tu peux partir, tout est clair. Est-ce que ce n'est pas le lieu pour lutter contre ça? Il me semble qu'on sous-estime ce facteur-là. Or, il est fondamental pour moi. En fait, c'est une hypothèse. Bon, moi, ce n'est pas les marabouts qui m'avaient poussé, hein, parce que je n'étais pas parti chez un marabout là pour lui dire de me donner des gris-gris ou pas. Non. Parce que je n'ai pas parti chez un marabout pour qu'il me donne des prières ou pas. Non. Des prières. C'est pas ça. Toi, tu es un Sénégalais exceptionnel parce que ça, c'est quelque chose de très normal de notre culture. Même moi qui te parle, je fais quand je vais en Afrique, là, ma mère, elle me dit, va te laver, je vais me laver. Ouais, mais en tout cas, c'est parce que tu es militaire. Psychologiquement, c'est important. En fait, moi, j'ai discuté. Mais il y a les cas d'essai. Il y a les cas d'essai. La question que j'essayais d'introduire, c'était quels sont, à votre avis, M. Sagnac, à quels défis les RIPAT sont-ils confrontés lorsqu'ils reviennent sur leur terre d'origine? Je pense que Pape l'a un peu pointé, c'est-à-dire que les conditions de confiance, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les institutions, la transparence, les règles claires d'arbitrage, c'est extrêmement important. Et donc, fondamentalement, je l'avais abordé aussi, la question, c'est ça qui fait la confiance, en fait. Parce que, effectivement, si on va investir, on ne sait pas jusqu'où, on ne connaît pas les règles, tout rien n'est clair. Et lorsque, par exemple, dans notre pays, nous le savons, et ça serait même malhonnête de ne pas le dire dans le cas de notre pays, il y a une série de corruptions au niveau de ceux qui doivent rendre justice, y compris des avocats. Je vous ai dit que j'ai entendu des trucs à rendre fou, où des avocats vont traiter avec la partie adverse pour juste leur intérêt personnel, et alors que les clients, ce n'était pas pour ça. Cela veut dire qu'on est arrivé dans ce pays-là, au Sénégal en particulier, à un niveau de malhonnêteté qui explique la méfiance et la défiance. Et quand on ne saisit pas la méfiance et la défiance, on ne comprend même pas ce qui se joue dans l'informel. Parce que l'informel est une façon de défier un État moderne qui n'est pas au service de son peuple. Et donc, les institutions claires, nettes, justes, pour qu'on puisse se rendre là-bas. En plus, aussi, créer ou faire le tout pour que ce climat de suspicion ne puisse pas s'installer entre nous et nos compatriotes, parce qu'il y a un climat de suspicion. Parfois c'est légitime. Parfois.
J'ai un participant qui me dit « Le souci majeur, à mon avis, est la défaillance du système éducatif qui n'est pas adapté à notre situation de pays en voie de développement. Notre besoin en ressources humaines doit être orienté vers les secteurs d'activité agricole, de pêche et d'artisanat au lieu de sempiternelle formation en marketing. » Qu'en pensez-vous, Monsieur Sagna? Ouais, j'entends beaucoup ce discours en ce moment-là, mais ça, c'est l'école qui ne produit que 10 à 15%. Les gens sont très bien formés de façon professionnelle. La pêche, l'artisanat, c'est pas pour rien que dans toute l'Afrique, c'est les artisans sénégalais qui sont les plus... moi, j'ai été au Nigeria, dans d'autres pays. Je peux vous dire que les artisans sénégalais sont très recherchés. En fait, Pape a bien posé le problème, c'est le problème de la gouvernance, c'est tout. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que, je donne un exemple. J'ai parlé d'un physicien récemment qui était en Afrique du Sud. Vous savez, Mandela avait créé toute une organisation avec les scientifiques africains. Ils étaient les premiers à faire les trucs de laser, là, les photocopieuses laser et tout ça. Ce gars est venu, on avait parlé dans le cadre de l'association, proposer au gouvernement sénégalais comment tous les centres artisanaux, on peut installer ces lasers pour affiner les produits et créer de telle sorte que ces produits-là, qu'on puisse les vendre. D'ailleurs, les Sénégalais sont très forts en artisanat. Maintenant, c'est les finitions. Il avait tout ça, ça pourrait aider ça. Alors, ils ne l'ont pas écouté parce que l'une des conséquences, si on fait ça, même si on fait ça, il faudrait que l'État sénégalais achète aussi des produits, des meubles sénégalais. Il a des débouchés. Et donc, je veux dire qu'il y a énormément de gens qui sont très bien formés dans ces domaines-là. Et maintenant, pour la c'est une défaite de la gouvernance. Je me rappelle, Pape va témoigner, quand on était petit, ça nous choquait d'ailleurs. Chaque semaine, on entendait Senghor disait le plan quinquennal de développement, plan quinquennal de développement, plan quinquennal de développement. C'est-à-dire qu'il y avait une prospective. Il n'y a plus de plan de développement. On savait qu'en 2020, la population du Sénégal serait 18 millions. On n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et donc, la gouvernance, simplement, ce que je dis, je le dis comme ça, mais en vrac. Mais vous savez, vous allez aller voir quelqu'un de l'administration, vous venez avec un projet. Si c'est pour le public, il s'en fout. Il va, moi, plusieurs fois, des choses que je voulais faire à partir des universités américaines. On me demandait, ah ouais, on verra, ils bloquent. Et puis, ils me disent, pour mon fils ou pour mon truc, peux-tu m'aider? Tu vois, personnalisé tout le temps. Donc, ils n'ont pas l'amour du pays, c'est tout. C'est assez clair. Et quand je dis il, peut-être moi-même, je vous dis, c'est ça le problème de notre génération. Il y a un problème de la génération actuelle, n'a pas l'amour. On peut critiquer Senghor, Mamadou Dia, ce qu'on veut au Sénégal, mais toutes les institutions qui marchent au Sénégal, c'est eux qui l'ont fait, jusqu'aujourd'hui. Ils avaient une... Absolument. Et là, c'est vraiment la triste réalité. Voilà. Et si on ne reconnaît pas ça, c'est qu'on est malhonnête. Ouais. C'est la triste réalité. Avec Monsieur Sagna, le mot de la fin. Le Nigeria. J'ai pas entendu le début de la On n'a pas entendu la le début. Non, je dis. Ah oui, d'accord. Je disais que Pape, tu n'as pas cité le Nigeria. Le Nigeria, mon second pays. Il faut le citer, il faut y aller. Au Nigeria. Là, il faut qu'on en parle. Avant que je le mette sur la roadmap, il faut qu'on en parle quand même. Et puis, ça va brancher avec les États-Unis, là-bas. Ben alors, on en parlera. On en parlera avec plaisir. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire, Madeleine. Merci beaucoup pour cette façon d'avoir mené les débats. Je remercie le GIAF, je remercie Fatou, je remercie Pascal et tout le monde, les copanélistes. Je voulais juste dire que, comme l'a dit, moi, je n'ai pas de moyens pour apporter quelque chose de concret. Par contre, une idée qui me tient à cœur, peut-être Fatou, vous devez développer ça au niveau de GIAF Junior, partant de nos expériences, c'est-à-dire que structurer de telle sorte qu'il y ait des centres d'intérêt, par exemple, réseau professionnel, ceux qui veulent, dans ce réseau professionnel, ça va être, par exemple, ceux qui sont intéressés par tel type comme Khadija Ndiaye, ce qu'elle veut faire, selon créer des synergies, des sous-groupes. Je pense que c'est possible aujourd'hui avec les web. Et avoir surtout, même en faisant ça, ne pas penser juste à ses intérêts, il faut vraiment de la générosité pour partager, recevoir de l'autre.
Et c'est extrêmement important parce que sinon, les gens, ils viennent pour prendre. Et ce n'est pas intelligent d'ailleurs. Quand tu prends et tu ne donnes pas, les gens ne te redonnent plus. Voilà. Et donc, c'est très important ce que GIAF est en train de faire. Il me semble qu'on doit développer ces choses-là. Et même peut-être, à l'époque, notre association, nous avons commencé à monter un crédit union ici aux États-Unis. Ça allait marcher comme un truc à la poste. Ça devait marcher. Et le président de la République du Sénégal s'est permis d'intervenir dessus. Ça a créé des histoires dans la communauté, on s'est retiré. Et donc voilà, si on refuse de rentrer dans ces considérations politiques et qu'on a la volonté, la confiance en soi, on peut faire beaucoup de choses et de la générosité surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans nos réseaux et qui ont besoin d'être aidés. Par exemple, Papis, dans ce cadre-là, si on peut, moi en tout cas, si j'ai une idée qui pourrait lui servir dans le cadre de son événementiel, je le ferai sans hésiter, y compris sur le plan musical. Si je vois un contact qui pourrait être intéressant pour lui, je vais le faire sans hésiter. Donc, je pense que c'est créer des solidarités entre les membres de GIAF Junior. C'est ce que j'allais dire comme mot. Je pense que c'est un large sujet, on aurait pu aller dans différentes directions, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à tous.